Alexandre Astier dans l'exoconférence. Peut-on toujours le croire? Est-il aussi sûr de lui qu'il en a l'air? Aime-t-il la tartiflette? Si vous n'avez pas vu l'exoconférence et que vous voulez pas vous faire spoiler, coupez la vidéo parce que ça va spoiler un max. Si vous n'avez pas l'intention de la voir, cette vidéo pourrait bien vous faire changer d'avis. Et si vous l'avez vue et cru, cette vidéo pourrait bien vous faire changer d'avis. Alors pourquoi l'exoconférence? Parce que quelque chose me dérangeait dans les propos d'Alexandre Astier. Et en essayant de comprendre de quoi il s'agit, je suis passé par tellement de processus que ça méritait vraiment une vidéo, vous allez comprendre. L'exoconférence est donc une conférence qui prend l'habit du spectacle, à moins que ce soit l'inverse, où Alexandre Astier traite de la question de la vie extraterrestre au sens large. Alors il y a un truc qui est quand même formidable avec l'exoconférence, c'est qu'Alexandre Astier a vraiment prouvé ce qu'il disait chez Morandini dans cette vidéo qui avait fait un samedi bien. On n'a pas aussi forcément envie de se prendre la tête chaque soir, il faut aussi se la libérer, il faut aussi voir des choses... exactement, il faut aussi se libérer, il faut aussi voir des choses un petit peu comme ça. Et on n'est pas pour autant débiles, on passe bien... Non, il a dit que les discours étaient... Voilà, le discours... Ne confondons pas, essayer de voir quelque chose de brillant et se prendre la tête. Il n'y a pas de discours. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. C'est quand même un amalgame très dangereux. Merci. Alexandre Astier est un artiste de génie. Bon, j'avoue, je suis un petit peu fan du gars, c'est quand même pas pour rien que... voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les aventures de Saturday Man, vous pouvez retrouver dans le lien ici le passage où j'essaye désespérément de choper un autographe à la Comic Con de 2012. Bon, si vous allez voir, vous verrez, c'est pas aussi banal que ça en a l'air. Tout ça pour vous dire qu'avec Alexandre Astier, c'est toujours à double tranchant, parce qu'il a le pouvoir d'habiller son propos d'un habit de vraisemblance très puissant. Le mec brille autant sur le fond que sur la forme, si tu préfères. Et pour l'exoconférence, c'est un peu le problème, parce que c'est un spectacle qui a une aura de science, de vérité et de savoir. Raison pour laquelle je vais parler de ce spectacle comme on parle d'un documentaire. J'ai déjà parlé d'un documentaire qui n'en était pas un, ici c'est l'inverse. Pendant toute la promotion, on a entendu Alexandre Astier répéter souvent qu'il avait consulté beaucoup de scientifiques, qu'il avait écrit tout ça en fonction de ce qu'il avait appris sur les sciences. Avant même d'entrer dans la salle, on n'est déjà plus tellement sur le territoire du spectacle. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand même la présence de Bruce, de la chaîne Y-Penser, une chaîne de vulgarisation scientifique, en première partie du spectacle. Pour ceux qui connaissent pas Y-Penser, je recommande vraiment cette chaîne, c'est vraiment... si tu veux, c'est le premier mec qui a réussi à démontrer la badassitude des grands scientifiques, tu vois. C'est bien fait, c'est marrant, et puis franchement, Y-Penser, c'est quand même la chaîne qui m'a permis après de comprendre ce qui se raconte dans les conférences scientifiques, qui sont censées être des conférences de vulgarisation, mais c'est quand même des petits prérequis parce que sinon... Alors qu'est-ce que Fake vient faire dans ce superbe tableau du savoir? L'exoconférence, elle m'agace sur 4 affirmations qui, à mon avis, mériteraient un peu plus de... perspective. Première affirmation, la vitesse de la lumière est un obstacle infranchissable. Deuxième affirmation, ou plutôt interprétation, le paradoxe de Fermi démontrerait qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui nous visitent. Troisième affirmation, les soucoupes volantes ne sont qu'une sorte de malentendu. Et quatrième affirmation, le lien entre les ovnis et le nucléaire est absurde. Alors s'il affirme toutes ces choses avec beaucoup de certitude dans l'exoconférence, vous allez voir qu'en dehors du spectacle, c'est quand même une autre musique. Et ce qui est vachement bien, c'est que pour développer mon propos, on va parler de relativité générale, de physique quantique, d'histoire des sciences et de philosophie des sciences. Mais non, tu vas voir, c'est pas chiant, on va se marrer. Quand on sort de l'exoconférence, on retient principalement que le phénomène ovni est peut-être une réalité, mais qu'il est rigoureusement impossible qu'il s'agisse d'extraterrestres. Parce que, entre autres, la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée. Voilà, je crois que le message est clair, on s'en fout. Existe-t-il, voilà, les gens aiment bien ça. Existe-t-il éventuellement, se pourrait-ce que, etc., des civilisations, oui, enfin, on peut pas y aller. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent venir. On s'en fout, honnêtement. L'univers est trop grand. Alors d'abord, il faut bien comprendre pourquoi on peut pas dépasser la vitesse de la lumière, parce que ça, c'est pas très clair, et ça sera d'ailleurs probablement pas clair après que je l'ai expliqué. Alors vous le savez peut-être pas, mais l'écoulement du temps se désynchronise pour un objet en mouvement par rapport à un autre. Alors nous, on ne le ressent pas, parce que même aux vitesses les plus grandes qu'on est capable d'atteindre, les effets sont imperceptibles. Et pourtant, ils sont là. Il faut bien comprendre que les vitesses les plus grandes qu'on réussit à atteindre sont complètement négligeables par rapport à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, si tu veux, c'est 1 seconde.
pour atteindre la Lune. Donc oui, quand tu vois la Lune, tu la vois comme elle était il y a 1 seconde, parce que sa lumière a mis 1 seconde à t'atterrir dans les yeux. Le Soleil, en comparaison, c'est 8 minutes. Mais attention, c'est pas là que la désynchronisation se fait. Ça, c'est juste le temps que la lumière nous atteigne. Alors, comme souvent avec ce genre de truc, je vais venir avec des TGV et des jumeaux, parce que c'est les exemples qui marchent le mieux. Si je place mon frère jumeau dans un TGV qui fait le tour de la Terre, plus le TGV va approcher de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 7 fois le tour à peu près par seconde, plus mon temps propre va se désynchroniser du temps propre du TGV et donc de mon jumeau. Mon jumeau va me sembler vieillir plus lentement que moi. Mais du point de vue de mon jumeau dans le TGV, c'est moi qui vais sembler vieillir plus vite que lui. Tu comprends ? Nos deux temps s'écoulent parfaitement normalement pour chacun. La différence, c'est qu'ils se sont désynchronisés. Alors qu'est-ce qui va se passer quand il va atteindre la vitesse de la lumière ? Si on admet que c'est possible, parce que c'est rigoureusement impossible, en tout cas dans l'état actuel de nos connaissances, une petite prudence, si on admet pour les besoins de la métaphore que le TGV et mon jumeau ne se sont pas désintégrés, et qu'en plus de ça, on a l'énergie nécessaire pour faire ce truc complètement dingue, le temps propre de mon jumeau me semblera s'écouler tellement lentement qu'une fois la vitesse de la lumière atteinte pour lui, eh bien, son temps me semblera à l'arrêt. Il sera devenu infiniment lent par rapport à mon temps propre. Mon jumeau sera mis sur pause. Comme par rapport à moi, il est à l'arrêt, il ne peut donc pas se lever dans le TGV et courir vers l'avant du TGV, ce qui lui aurait permis de dépasser la vitesse de la lumière. C'est pas possible. Alors lui, à l'intérieur, il ne ressent pas ce temps qui ralentit, parce que le temps ne ralentit pas. Son temps se désynchronise du mien, tout simplement. Ça va, ça chauffe pas trop, parce que sinon tu cliques là et ça remet pile au début de l'explication. Et comme ça tu peux réécouter l'explication. Bon alors essayez pas de faire des déductions à partir d'une métaphore, c'est pas possible, elle contient d'ailleurs des tonnes de failles. Je sais que l'esprit lutte en se disant mais c'est pas possible, et pourtant la meilleure façon de comprendre ces choses c'est de réaliser que c'est comme ça. Tout simplement, c'est comme ça. C'est très chouette surtout de savoir ces trucs là, c'est incroyable. Les satellites GPS par exemple qui tournent autour de la Terre, on doit les resynchroniser par rapport à nos horloges parce qu'ils se désynchronisent vu qu'ils tournent autour de la Terre. De très peu, mais très peu avec des GPS, ça peut aboutir à des saloperies. Donc la vitesse de la lumière ne pouvant être franchie, des êtres qui habiteraient à des années-lumière de nous ne peuvent fatalement pas venir nous voir. Et c'est donc du coup également impossible pour nous d'entrer en contact avec une de ces civilisations. Voilà en gros la logique de l'exoconférence, qui est également la logique de pas mal de scientifiques. Ce à quoi, comme beaucoup, j'avais envie d'opposer l'argument, oui, mais notre science ne nous dit pas qu'on ne pourra jamais contourner la limite de la vitesse de la lumière. Elle semble même permettre quelques petits écarts avec ces histoires de trous de verre, de warp drive, et tout ça. Il y a quelque chose qui reste vérifiable encore aujourd'hui, alors qu'on fête, si je ne m'abuse, les 100 ans de la relativité, en tout cas de la théorie de la relativité. Non, c'est 1905. Non, on n'en sait rien. Ça doit être un truc comme ça. Il y a un truc qui reste vérifiable, c'est la vitesse de la lumière et sa limite physique. Évidemment, si on dit c'est parce que nous sommes des ignares et qu'un jour on va réussir à dépasser la vitesse de la lumière, on ne peut pas répondre à ça. Et scientifiquement, on ne peut pas répondre à ce qu'on sera supposé savoir un jour. Mais quelle que soit la forme de vie extraterrestre qui est en train de grouiller quelque part dans l'univers, il y a de grandes chances, au vu de ce qu'on sait aujourd'hui de la nature du temps et de l'espace, qu'elle ait beaucoup de mal à venir nous rendre visite. Et vous voyez, c'est déjà un petit peu moins affirmé que le fameux... On s'en fout. Voilà, c'est là que j'ai buté pendant plusieurs jours. Pourquoi, alors que notre science ne sait pas tout, devrions-nous écarter l'hypothèse que des extraterrestres puissent contourner la limite de la vitesse de la lumière et nous rendre visite ? Je vais y répondre et croyez-moi, c'est très instructif. Mais avant ça, je vais vous expliquer pourquoi j'ai buté sur ce point précis pendant autant de temps. Ce qui m'étonnait, c'est qu'Alexandre Astier s'est entouré de grands scientifiques, notamment d'Étienne Klein. Alors Étienne Klein, c'est mon youtubeur préféré, tu vois, ça m'a rien à voir avec l'exoconférence, je l'avais découvert ça en juillet 2015 grâce à un internaute qui m'avait filé les liens. Donc quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu qu'Étienne Klein était très mis en avant par Alexandre Astier au niveau de ce spectacle. J'ai vu tout Étienne Klein. C'est-à-dire que j'ai tapé son nom dans YouTube, j'ai vu tout ce qu'il y avait. Je vous recommande aussi Alain Inspect pour la physique quantique, c'est énorme. Et aussi Cédric Villani pour les maths. Et le look. Et alors aussi toute la playlist de l'espace des sciences de Rennes, c'est magnifique. C'est du savoir à portée de main, c'est foncez quoi, foncez. Pourquoi vous me regardez là ? Le plus chiant dans les conférences, c'est souvent l'intro, en fait. Donc moi, pour vous situer, depuis le mois de juillet, là, je me mate
facilement 5 à 6 conférences par semaine. Et les gars du fond là qui font du bruit, je vous précise que j'ai aucun diplôme. Hein. Moi, j'ai arrêté mes échecs scolaires le jour de mes 18 ans. Le seul bagage que j'avais pour me mater les conférences qu'on trouve partout sur le net, c'est l'intégrale de la chaîne Y Penser et quelques documentaires vus ça et là, ceux qu'on a tous vus, sur Arte, machin, truc. Tu n'as aucune excuse. Bon après, j'avoue, je suis quand même le genre de gars qui réussit à chialer devant les vidéos des mecs qui se prennent dans les bras parce que le module lunaire d'Apollo a réussi à se poser. Et il y en a, c'est les chiens et les chats. Moi, c'est les Texans à lunettes. Alors pourquoi est-ce que ça m'étonnait ? Parce que Étienne Klein, c'est quand même le type qui explique qu'on peut avoir raison contre les faits, parce que les faits dépendent toujours d'une interprétation. Par exemple, vous savez que en fait les corps tombent tous à la même vitesse. Si je suis sur la Lune et que je lâche une plume et une boule de pétanque en même temps, elles vont arriver sur le sol lunaire en même temps. Or sur Terre, c'est absolument pas comme ça. Si vous lâchez la plume et la boule de pétanque, fatalement c'est la boule de pétanque qui va arriver en premier, à cause de l'air qui freine plus ou moins la chute d'un corps en fonction de sa masse et de sa forme. Et pendant très longtemps, on a cru que c'était comme ça, que les objets tombaient en fonction de leur masse, et c'est absolument pas le cas. On peut donc avoir raison contre les faits, parce que les faits dépendent toujours d'une interprétation. Étienne Klein, c'est un mec qui est tellement prudent dans ce qu'il pense et ce qu'il donne à penser, qu'il va jusqu'à dire des trucs énormes comme... Alors celle-là, franchement, celle-là, c'est un régal. Les mathématiques sont-elles le langage de la nature ? Ou bien les mathématiques sont-elles un langage créé par l'homme pour faire parler la nature qui n'est pas mathématique ? Tu la sens là, la prudence scientifique ? Et quand j'ajoutais à ça le fait qu'en physique quantique, on vient encore de prouver que l'univers est probablement non local, encore pour le mot probablement, je suis pas tout à fait sûr, et je me disais en toute logique qu'affirmer avec certitude qu'à jamais la limite de la vitesse de la lumière sera incontournable, c'était manquer de prudence. Donc ça me surprenait. Avant de vous expliquer quelle était l'erreur de ce raisonnement, qui va nous renvoyer à un problème fondamental de l'humanité, carrément, ouais, laissez-moi vous embarquer au royaume du on piche que dalle, avec une petite explication sur ce qu'est la non-localité. Ça veut dire que l'espace, les distances, l'espace, c'est une propriété émergente de l'univers. C'est pas une propriété propre. C'est pas dans le package de base, si tu veux. Je vais tenter une métaphore, hein. Je vais peut-être me faire dégommer, mais j'essaye. C'est un peu comme la 3D dans les jeux vidéo, si tu veux. L'espace dans lequel on se déplace dans un jeu vidéo est une propriété émergente de l'ordinateur, de l'écran et de la personne qui interprète ce qu'elle voit sur l'écran. Bon, après, les métaphores ont leurs limites, hein. Si vous voulez vraiment comprendre ce phénomène, renseignez-vous sur l'intrication quantique. Allez voir les conférences que j'ai foutues en bas, vous allez en prendre plein la tronche. Comme ça, vous comprendrez pourquoi c'est vraiment vrai, que c'est comme ça que c'est vraiment vrai. Ok, moi j'ai pas dit qu'on vivait dans un jeu vidéo. Bon, après, la physique quantique, comme le dit très très bien cette vidéo de Bruce, encore lui, c'est quelque chose d'insaisissable. Cette métaphore était juste destinée à vous faire comprendre que l'espace pouvait être émergent de quelque chose. Ça reflète absolument pas la non-localité, ni de près, ni de loin, un petit peu de loin peut-être. C'est le fameux machin quand on lance deux particules intriquées, qu'on les sépare de 2 km, si on modifie l'une, enfin si on modifie l'une, hein, si on fige l'une, et encore, je suis même pas sûr du mot que j'utilise, l'autre est instantanément figé dans le même état que l'autre. Que la première. C'est un truc... Mais si, on a parlé de téléportation et tout pendant tout un temps grâce à ce machin. En gros, t'as une information qui est communiquée plus vite que la lumière. Donc, on vit dans un monde où on vient de confirmer que l'espace et les distances sont quelque part virtuelles. Et donc moi, je me disais, on a toutes les raisons de croire qu'un jour, la limite de la vitesse de la lumière pourra être contournée, ne serait-ce qu'en s'attaquant au problème des distances au lieu du problème de la vitesse. Enfin, on dit, il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. On dit, une particule ou de l'énergie ne peut pas se propager plus vite que la lumière. Mais il y a des tas de choses qui vont plus vite que la lumière. Il y a des tas de choses qui vont Bien sûr. Prenez une paire de ciseaux, par exemple. Par exemple. Voilà. Imaginez, j'ai une paire de ciseaux dont les lames sont beaucoup plus longues que celle-ci. Beaucoup plus longues. Ok ? Je vais fermer le ciseau. Enfin, la paire de ciseaux. Tac. Vous êtes d'accord que le point d'intersection entre les deux lames, il va se propager dans l'espace. Aller vers le bout. Voilà. Et si j'appuie vraiment très très fort et très vite, ce point va se propager plus vite que la lumière. Et oui. Et ça ne viole pas du tout les règles que j'ai indiquées, puisque ce qui se déplace là, c'est l'intersection entre deux lames. Pas une particule. C'est pas un objet matériel qui se déplace, c'est l'intersection entre deux objets matériels.
Ça va le processeur, faut pas changer la pâte thermique? Alors j'ajoute à ça toutes les théories qui existent et qui proposent des modèles différents dans lesquels la vitesse de la lumière peut être contournée. Il y en a beaucoup, elles ont été publiées avec des comités qui checkent si tout est bien en ordre là-dedans. C'est pas des rigolos quoi, les mecs qui écrivent des trucs pareils. Donc j'étais triste qu'Alexandre Astier affirme avec autant de certitude qu'on ne pourra jamais dépasser la limite de la vitesse de la lumière, même pour une race extraterrestre qui aurait 1 million d'années d'évolution d'avance sur nous. 1 million d'années. Non mais c'est dingue, 1 million d'années. À l'échelle de la planète, 1 million d'années, c'est rien. Mais à notre échelle, c'est ici. On a 10 000 ans de civilisation là derrière nous, hein, à peine. Mais à la fin, vous concluez en disant, mais finalement on s'en fiche, quoi, puisque même s'ils sont là, il n'y a aucun moyen d'entrer en contact avec eux, parce que les distances sont telles que même si leurs vaisseaux sont très rapides, les durées des voyages concernés seraient incompatibles avec la durée de vie humaine. Que ne peut-on espérer d'une civilisation qui aurait des millions d'années d'avance sur nous? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est là où ça devient dingue de réfléchir à ça, c'est qu'à partir du moment où on considère qu'ils ont tout réglé et qu'ils peuvent contourner les lois de la physique, c'est idiot de dire qu'ils peuvent pas venir. Mais en même temps, si l'univers est isotrope et que les lois de la physique sont les mêmes chez eux, il y a des choses difficiles à contourner. Et on peut espérer qu'elles soient difficiles à contourner, même avec des millions d'années d'avance technologique. Mais on peut espérer contourner les lois de la physique, parce que les lois de la physique ne sont peut-être pas les lois physiques, les vraies. Vous avez entendu? On peut espérer contourner les lois de la physique découvertes par l'homme, parce que les lois de la physique ne sont peut-être pas les lois physiques, les vraies, qui seraient à découvrir ou même indécouvrables par l'homme. Ça c'est de la science, buddy. Mise en perspective. Bah alors elle est où l'erreur, puisque même Astier et Klein ont l'air de me donner raison? Pourquoi réfuter la possibilité des visites extraterrestres? Patience, je vais y venir, laisse-toi faire, détends-toi, prends un cookie, tout ça. Un fait supplémentaire, et pas des moindres, que j'ajoutais à mon argumentaire concerne l'histoire des sciences. Depuis les débuts de la science, il y a eu plein de fois où on était persuadé qu'on savait presque tout, il restait un petit machin qui coince, et quand on a vraiment fouillé ce petit machin qui coince, ça a donné lieu à une explosion de nouveaux champs de recherche. Bon alors je vous donne des exemples, mais vous connaissez, hein, la Terre est plate, la Terre est au centre de l'univers, l'existence des exoplanètes, je l'ai dit tout à l'heure, les objets tombent à des vitesses différentes selon leur masse, le fameux paradoxe EPR, ça c'est délicieux, bon, il faut vous renseigner pour comprendre. Le rayonnement des corps noirs qui est un excellent exemple, hein, je vous recommande la vidéo d'y penser justement là-dessus. C'est... Qui pourrait jurer qu'on n'ajoutera jamais un jour à cette liste la limite de la vitesse de la lumière ne peut être contournée? C'est comme en 1800, on disait probablement que la Lune, on pourrait jamais y aller parce qu'on n'arriverait jamais à fabriquer une machine à vapeur suffisamment puissante. Bon alors ici, la limite de la métaphore, c'est la question de l'énergie, mais tu piges un peu le principe ou t'as décroché? En plus, la limite de la vitesse de la lumière, même si elle s'est toujours vérifiée jusqu'ici, fait quand même partie d'une théorie qui a plusieurs points assez gênants. La relativité générale, elle s'entend pas très bien avec la physique quantique, hein. Ça c'est deux domaines qui sont assez incompatibles. On n'arrive pas à faire en sorte qu'ils communiquent. Donc il y a un gros travail critique à faire sur les concepts de la physique d'aujourd'hui. Donc il y a débat. Donc il y a débat. Donc il y a débat. Le modèle standard, il a fait ses preuves dans une certaine gamme d'énergie. Au-delà, on sait qu'il ne marche plus. Et donc il faut le remplacer par autre chose. Les choses qui peuvent le remplacer, les théories qui peuvent le remplacer, qui peuvent donc permettre aux physiciens d'aller au-delà du modèle standard, comme on dit, il y en a plusieurs. Elles ont des noms compliqués, donc je ne vais pas trop les détailler ici. Oui, parce que là, en gros, on ne sait pas, personne ne sait ce qu'on va voir. Peut-être d'ailleurs qu'on ne va rien voir. Oh, dites pas ça. Mais non, mais ça serait une information. Ne rien voir ou prouver qu'il n'y a pas de particules dans une gamme de masse, c'est faire progresser la connaissance. La limite de la vitesse de la lumière serait-elle toujours incontournable? Pas infranchissable, incontournable d'ici 10 ans? Est-elle vraiment une limite pour une race extraterrestre qui aurait des milliers d'années d'évolution d'avance sur nous? La vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Je préfère faire partie des gens qui disent « je ne sais pas, donc je ne sais pas », c'est tout. Voilà. Alors elle est où l'erreur de ce raisonnement? Et dans la vidéo suivante.